Ça, c'est un MacGuffin. Il prend ici la forme de l'une de ses plus célèbres incarnations, vue dans le 3e film d'Indiana Jones. Bon, mais alors, qu'est-ce qui nous fait dire que le Saint Graal est un MacGuffin, lui donnant en plus une sorte de filiation, avec l'anneau de Sauron, l'Almanach des Sports de Marty, et même le monolithe de Stanley Kubrick. Le terme MacGuffin est d'ailleurs assez mal connu, il passerait même pour une sorte de mot savant, fait pour satisfaire un cercle très fermé de cinéphiles. Alors qu'en fait, il s'agit juste de l'un des concepts les plus fascinants de l'histoire du cinéma, développé pour des œuvres très grand public. Et c'est Alfred Hitchcock lui-même, narré par Benoît Alman, qui va tenter de nous l'expliquer. Cela pourrait être un nom écossais tiré d'une histoire de 2 hommes dans un train. Le premier dit « C'est quoi cette valise là-haut, sur le porte-bagages » L'autre répond « Oh, ça, c'est un MacGuffin. » Le premier demande « C'est quoi un MacGuffin ?» Le second lui explique « C'est un dispositif pour piéger les lions dans les hautes terres d'Écosse. » Le premier rétorque « Mais il n'y a pas de lions dans les hautes terres d'Écosse. » L'autre répond « Eh bien alors, ce n'est pas un MacGuffin. » Vous voyez donc qu'un MacGuffin n'est en réalité rien du tout. N'essayez pas d'analyser cette petite histoire, elle est volontairement absurde. Certains y ont cherché une chute, une métaphore cachée, mais il n'y en a pas réellement, et c'est exactement ça, l'effet que recherchait Hitchcock. Au début du XXe siècle, personne ne voit encore le cinéma comme un art à part entière. Le développement de sa grammaire, et donc d'une forme de complexité, passe aussi par tous ces petits trucs visant à modeler une vision vouée à devenir de plus en plus artistique. Car au cinéma, le propos peut aussi se lire dans le montage, les hors-champs, les faux semblants narratifs, et ce qu'Hitchcock va appeler le MacGuffin. Tous ces éléments sont alors en passe d'être unifiés, afin d'être assimilés de façon instinctive par les spectateurs. Il a conscience que le cinéma, ce n'est pas juste une histoire transposée à l'écran, et que le développement de sa grammaire est indispensable pour exprimer sa vision d'artiste. Et dans tout ça, le MacGuffin joue un peu le rôle de variable d'ajustement, ce qui rend sa définition plutôt complexe. Et au premier abord, la notion d'absurdité lui va plutôt bien. Vous savez, vous, ce qu'il y a dans cette foutue mallette ? Ou comment fonctionne cette étrange machine ? Ou encore à quoi cet énigmatique monolithe peut bien servir ? Et le plus souvent, on râle même à l'idée que les scénaristes ignorent eux-mêmes la signification ou la provenance de ces éléments narratifs. Au final, on est nous-mêmes un petit peu paumés. Alors ça, c'est un MacGuffin ou pas ? Et ça ? Bon, nous, ça nous permet de théoriser à l'infini, ce qui est plutôt cool. Mais souvent, il est très difficile de comprendre ce que le cinéaste veut nous transmettre. Sur quelle échelle d'absurdité place-t-on le fait d'avoir des lions en Écosse, un parc où l'on recrée génétiquement des dinosaures ou un adolescent qui voyage dans le passé et qui empêche ses parents de se rencontrer ? Et d'ailleurs, vous le saviez peut-être déjà, mais il n'y a pas plus d'artefacts extraterrestres sur la Lune que de Saint Graal rendant immortel quiconque qui boira de l'eau sacrée, ou même d'anneaux uniques à détruire pour terrasser la plus grande menace de l'humanité. En soi, tout ça est potentiellement absurde à vos yeux, et chacun place son curseur de tolérance où il le veut. Mais a-t-on seulement besoin de faire croire en la fonction d'une chose pour rendre cette chose crédible à l'écran ? La subtilité vous paraîtra sans doute tirée par les cheveux, mais c'est exactement ça, tout l'enjeu d'une bonne narration au cinéma. Le contenu de la mallette de Pulp Fiction, c'est un peu comme le fameux flingue sous le manteau. Il n'a pas besoin d'être réellement là pour faire son effet. Ou comme l'ennemi invisible de Cannon Fodder. Mais qui veut-on vraiment berner dans l'histoire, les habitants de la ville ou le spectateur ? Dans tous les cas, vous y croyez ou non. La nuance se trouve dans une forme d'équilibre. Le film se doit d'être crédible, mais par crédible, j'entends la notion de vraisemblance, de plausibilité, avec cette incertitude qui permettra à l'illusion d'être, en réalité, parfaite. Si vous ne croyez pas une seule seconde au pouvoir de l'anneau, cela peut-il mettre l'auteur dans l'embarras ? L'anneau, c'est le Saint Graal de Frodo, on lui donne de l'importance, on le croit important, puis au final, on s'en fout, parce que c'est pas le propos. Et c'est là qu'intervient le MacGuffin. Peu importe ce qu'il est ou ce qu'il permet, c'est un élément de la narration qui va servir de moteur à l'histoire sans la cannibaliser.
Il peut être important ou anodin, visible ou non, et selon Hitchcock, il admet une petite subtilité. Il doit être capital aux yeux des protagonistes, secondaire à la narration, et insignifiant pour le spectateur. Vous pouvez donc très tranquillement ne pas accorder une seule once d'importance à l'anneau. De toute façon, l'histoire a pour vocation de vous amener ailleurs. Le MacGuffin, en tant qu'incarnation d'une technique d'écriture, ne serait-il alors pas un marqueur de contresens ? Un truc super évident au premier abord, mais qui en fait veut juste vous promener d'un bout à l'autre de la pellicule. Hitchcock soutient que l'intérêt des spectateurs ne doit pas être celui des protagonistes, et en cela il a tout à fait raison. Votre affect doit par exemple se porter sur Frodo et non le MacGuffin. Car au final, l'importance n'est pas l'anneau, mais celui qui le porte. L'important, ce n'est pas le Saint Graal, mais celui qu'il va sauver. Le cinéma, vous le savez, c'est avant tout de l'illusionnisme. Et comme pour parfaire le prestige, atteindre une narration proche de la perfection, les cinéastes vont peu à peu développer un style d'écriture épousant parfaitement la spécificité du cinéma. Le MacGuffin devient alors une espèce d'idée transversale qui va largement brouiller les pistes quant à sa réelle fonction narrative. Mais au fait, de quoi on parle au juste ? Car dit comme ça, le concept de MacGuffin, c'est bien joli, mais s'il n'a pas d'importance dans la narration, pourquoi il existe ? Et c'est là où ça devient drôle, car la seule fonction du MacGuffin est précisément de se décrire lui-même. C'est un peu Alfred Hitchcock qui rencontre David Lynch, l'illusion dans l'illusion, et en vérité tout ce que le cinéma aspire à être depuis sa création. Le terme MacGuffin est inventé et formulé dans les années 1930 par le scénariste hollywoodien Angus MacPhail, un proche ami d'Alfred Hitchcock. Il est composé du mot anglais « guff » qui peut se traduire par « bêtise » comme dans « a lot of guff », un ramassis de bêtises, du grand n'importe quoi. Et comme pour lui donner une espèce de respectabilité formelle, et évidemment au second degré, on lui donne la consonance d'une grande famille écossaise. Au final, MacGuffin, ça pourrait être un type tout à fait respectable au premier abord, mais qui serait en réalité un véritable escroc. Et ça ne pouvait que plaire à Hitchcock. Il va largement théoriser le concept dans son cinéma, mais aussi jeter le trouble dans les nombreuses interviews et lectures qu'il donne dans sa vie. Alors qu'en fait, la définition de MacGuffin, au départ, elle est plutôt simple, même expliquée par Hitchcock. Sauf qu'évidemment, il enchaîne toujours avec une métaphore plutôt absurde. Dans une interview télévisée de 1972, il raconte une histoire qu'il a souvent utilisée pour décrire ce concept nébuleux que vous avez découvert au début de la vidéo. A MacGuffin you see in most films about spies. It is a thing that the spies are after. In the days of Rudyard Kipling, it would be the plans of the fort on the Khyber Pass. It would be the plans of an airplane engine and the plans of an atom bomb, anything you like. It's always called the thing that the characters on the screen worry about, but the audience don't care. And someone asked, what is a MacGuffin? And it's described in a scene in an English train going to Scotland. And one man says to the other opposite him, he said, what's that package above your head there? And the other man said, oh, that's a MacGuffin. He said, what is a MacGuffin? He said, well, it's an apparatus for trapping lions in the Scottish Highlands. Man said, but there are no lions in the Scottish Highlands. He said, then that's no MacGuffin. On n'est pas spécialement plus avancé que ça. Bon, ok, Hitchcock, il aime expliquer sa démarche, mais se joue souvent de ses interlocuteurs, et ce n'est pas beaucoup plus simple à suivre dans son cinéma. D'un côté, sa vision est mystérieuse, dramatique, parfois grave, allez, disons carrément grave. Le Hitchcock que l'on aime évoquer, ce n'est pas un rigolo. De l'autre côté, on a une vision plus légère, presque comique. Parfois, Hitchcock aime jouer avec lui-même, piégeant alors les spectateurs quant au but réel du récit. Un peu comme le rayon vert de Jules Verne qui, subitement, se moquait des scientifiques pour raconter une simple histoire d'amour. Pour beaucoup, le MacGuffin et Hitchcock sont donc inséparables. Ouais, comme les oiseaux dans le film. Et désormais, ce terme est indissociable du cinéma tout court.
Le concept va survivre à son père spirituel, mais aussi perdre peu à peu sa notion de prétexte inutile à la narration. Bien souvent, il devient même l'élément central de l'histoire. Il est aussi bien l'arche d'alliance d'Indiana Jones et brille par sa dimension historique, que l'Almanach des sports de Retour vers le futur 2 et brille alors par sa dimension fantasque. Ou tour à tour, R2-D2 puis les plans de l'étoile de la mort dans Star Wars et sonne comme un instrument de victoire pour les rebelles. Le MacGuffin peut aussi revêtir des apparences plus complexes. Une personne comme le colonel Kurtz d'Apocalypse Now, ou un bébé disputé par des braqueurs ou en pleine apocalypse. Un animal comme le requin des dents de la mer, les inévitables monstres qui jalonnent l'histoire du cinéma, ou même toute une île, comme dans Lost, mais qui va épisodiquement proposer des sous-MacGuffin, comme la fameuse trappe. Il peut enfin revêtir une notion immatérielle, comme un mot, un sentiment, voire un concept plus complexe, à l'image de l'identité de Douglas Quaid dans Total Recall. Ou encore une idée à implanter par le rêve dans Inception. En fait, vous pourriez ne pas être d'accord avec l'identification des MacGuffin qui viennent de suivre. C'est parfaitement volontaire, car cette ambiguïté est inhérente à sa nature. L'incarnation peut être multiple, la définition d'Hitchcock n'ayant de toute façon jamais été très claire. Avec sa vision très personnelle du cinéma, Hitchcock joue énormément avec les MacGuffin comme éléments centraux et déclencheurs d'intrigue. Mais au départ, au risque de déplaire, sa vision allait parfois simpliste. Dans la période anglaise d'Hitchcock, le film chantage ne s'embarrasse pas franchement avec le concept. Le MacGuffin est un gant laissé sur la scène de crime qui donne une perspective nouvelle à une sordide affaire de meurtre. La question n'est plus de savoir comment l'affaire sera résolue, mais comment le gant preuve de la culpabilité d'Alice sera utilisé à des fins crapuleuses. Quelques années plus tard, les 39 marches jouent un peu plus finement avec son MacGuffin. Des plans secrets en définitive très vaguement esquissés par Hitchcock dans son intrigue. De cette façon, les protagonistes comme les spectateurs ne peuvent plus focaliser leur attention sur l'objet qui n'existe d'ailleurs pas. Mais il fallait bien que cette façon de faire un peu simpliste chatouille les cinéastes. Et alors qu'Orson Welles passe miraculeusement par là avec un MacGuffin qui fera parler de lui pendant des décennies, Hitchcock commence à se demander comment il va plutôt s'en servir pour aller un peu au-delà des attentes. Et cette complexification va littéralement faire exploser nos certitudes. Dans Sueur froide, nommé Vertigo en anglais et c'est important, on attribue le prétexte au développement du scénario à la mystérieuse Carlotta. Et là, tout y est. L'énigmatique peinture, l'intrigante musique de Bernard Herrmann, le mystérieux collier, le piège est monstrueux et personne n'y réchappe. Dites Vertigo et MacGuffin, et tout le monde vous répondra le collier de Carlotta. En réalité, toute la narration de son point de départ à son dénouement est liée au mal qui ronge le héros. Le collier porté par la mystérieuse femme de la peinture n'est alors pas au centre de toutes les convoitises, même si la caméra est indiciblement attirée par lui. C'est bien l'acrophobie ressentie par le personnage de John Ferguson, mise en image de manière littéralement vertigineuse par le cinéaste anglais, qui peut réellement prétendre au statut de MacGuffin. Dans La mort aux trousses, on retombe dans un schéma plus classique. Plusieurs points d'intérêt font rythmer cette aventure sur fond d'espionnage. Rien de moins étonnant alors que de retrouver des microfilms à la base de l'intrigue. Ce n'est pas très original. Oui, mais un second MacGuffin porte littéralement la narration d'un bout à l'autre de l'histoire. Le personnage inventé par les services secrets américains répondant au nom de George Kaplan, que des espions adverses prennent pour Roger Sandhill, un cadre supérieur sans histoire. Les uns recherchent les microfilms, les autres un espion de papier. Quant au héros, il cherche simplement à se dépêtrer de la situation. En démultipliant les sources d'intérêt et de motivation, Hitchcock ne trahit pas sa définition du MacGuffin, mais rend sa lecture moins linéaire. Et au final, les microfilms seront toujours autant inutiles à la narration, et ce n'est pas moi qui le dis. Oh, government secrets perhaps? En 30 ans, on passe d'un gant essentiel à la narration à des microfilms qui ne sont plus qu'un vague prétexte. Cette image d'épinal du MacGuffin intégrée à la narration comme un outil que l'on abandonne en cours de chemin reste malgré tout très ancrée dans la culture du cinéma moderne apportée par Hitchcock et sera logiquement abordée par les cinéastes qui vont lui succéder. George Lucas reprend à son compte le terme MacGuffin en le citant à chaque occasion, comme dans les brainstorming avec Spielberg et Kasdan lors de la création d'Indiana Jones en 1978. Il prend toutefois à contre-emploi l'idée d'Hitchcock de faire du concept un élément dérisoire, voire inutile à toute fin narrative.
Les plans de l'étoile de la mort ou l'arche d'alliance deviennent alors des éléments très importants qui ne perdent jamais d'intérêt au cours de la narration. Le MacGuffin se transforme par conséquent en élément indispensable de la narration, et ce n'est pas toujours très subtil. Il s'agit bien souvent d'artefacts très puissants, à l'image des cubes cosmiques ou Tesseract dans le Marvel Cinematic Universe, ainsi que les boîtes mères de Justice League, qui ne sont que des réinterprétations des menaces atomiques post-Seconde Guerre mondiale qu'Alfred Hitchcock notamment agitait déjà dans des films comme Les Enchaînés et son trafic d'uranium. Une thématique que le cinéma d'action reprendra sans faille, James Bond, Rock, Broken Arrow et parfois même avec une bonne dose d'autodérision. De façon plus légère, les MacGuffins peuvent être des instruments d'importance dans la seule réalité des héros. Les lettres de transit de Casablanca se révèlent être des passeports pour la liberté lors de la Seconde Guerre mondiale. Le testament de Marvin Acme dans Roger Rabbit est lui la métaphore de l'industrialisation galopante des productions hollywoodiennes. Plus ironiquement, le tapis de The Big Lebowski n'a aucune sorte d'importance pour personne, mais c'est littéralement le centre de l'univers restreint de son propriétaire. Ces MacGuffins sont certes de parfaits prétextes pour lancer une intrigue quelconque, mais il convient de ne pas réellement s'en préoccuper, voire de s'en débarrasser progressivement. Ils ne sont finalement qu'une goutte d'eau dans l'immensité de l'océan de narration qu'ils provoquent. Il est alors parfois nécessaire dans certains cas à totalement défaire le MacGuffin de sa substance, au moins dans l'esprit des spectateurs, à l'image de l'Armée des 12 singes où le virus n'est jamais très clairement défini par Terry Gilliam, et finalement présenté comme quelque chose d'inexistant. D'une autre façon, Snake Plissken le démontre aussi avec fracas en détruisant ce qui était annoncé comme un objet d'importance capitale au début d'Escape from New York. Avec ce geste nihiliste et malgré une œuvre perçue à ses débuts comme vide de tout message, l'anticonformisme de John Carpenter l'amène à refuser tous les carcans du cinéma hollywoodien, jusqu'à créer le MacGuffin le plus génialement what the fuck des années 80, ou comment un artefact de narration peut aussi être un élément déclencheur, révélateur, motivateur et salvateur pour son héros, tout en restant furieusement subversif. Le MacGuffin, c'est un peu le boson de Higgs, ou le boson d'Hitchcock, du cinéma moderne. Tout comme la particule de Dieu, il n'est pas toujours super évident à détecter. Mais sa présence explique beaucoup de choses. Bon, il ne va sans doute pas nous expliquer les mystères de l'univers, juste nous en apprendre plus sur la manière dont les auteurs parviennent parfois à nous manipuler. Le plus célèbre des MacGuffins est sans nul doute le Graal des légendes arthuriennes. C'est l'élément de narration fictif par excellence, d'autant plus que l'existence du roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde n'est pas attestée historiquement. Dans sa fonction narrative, cet artefact serait donc le premier MacGuffin au sens moderne du terme, malgré les quelques siècles qui le séparent de la création du cinéma. Mais en fait, peu importe ce qu'il est, ce qu'il permet de réaliser, ou même à quoi il ressemble. Le Graal est une invention pure, sa forme et sa fonction ont donc évolué, ce qui fait de lui l'objet le plus emblématique pour décrire ce qu'est un MacGuffin, puisqu'il en est un peu le patient zéro. Un faux semblant fait pour nous induire en erreur. Au départ, le Graal n'a aucun lien avec la chrétienté, et la quête lui étant associée s'apparente bien souvent à celle de l'Eldorado. La désillusion de ne pas atteindre le trésor tant convoité révèle la richesse de la quête en soi. L'attention est détournée pour mieux mettre en valeur l'évidence. Le MacGuffin permet donc d'induire le spectateur en erreur, voire de le faire douter. Dans Da Vinci Code, le Saint Calice est au centre d'une théorie qui perpétue des hypothèses du XXe siècle. L'artefact cache alors un secret millénaire sur fond de complot religieux. Il crée l'illusion d'un MacGuffin bien réel, alors qu'il s'agit plutôt d'une révélation retentissante dans les fondements de la pensée occidentale moderne. Dans Excalibur, le Graal n'est pas le MacGuffin à proprement parler, mais il inscrit dans la narration une véritable étape de quête qui, avec l'épée légendaire, va servir l'ambition du roi Arthur en lui prêtant des pouvoirs fabuleux. Mais là encore, on s'interroge sur la nature de l'objet. Est-ce un rêve, une allégorie de ce qui s'est réellement passé, ou la plus stricte des réalités ? On ne l'avait pas vu venir, mais le Graal commence déjà franchement à jouer aux illusionnistes. Sous couvert d'accession à une forme de gloire, de pouvoir ou de fortune, le MacGuffin devient tout d'un coup la matérialisation d'un désir profond, qui va transcender l'aventure des héros. Ne vous attendez à rien du Graal, la seule chose qu'il apporte est l'impulsion à un changement radical, à la fois pour les protagonistes, mais aussi pour la civilisation, voire l'humanité entière. La plante trouvée par Wall-E est une parfaite représentation du Graal dans une formule pratiquement inchangée en plusieurs siècles de fiction, tout en étant un objet d'importance capitale pour les héros. Wall-E découvre la vie et la transmet à Eve, qui va la porter en elle comme elle porterait un nouveau-né.
Cette plante donne des pouvoirs aux héros, d'anonymes ils deviennent des élus. Ce Graal est toutefois loin d'être la corne d'abondance que l'on pourrait imaginer. La plante en soi n'a aucune forme d'importance et doit amener l'humanité à croire en son futur afin de rendre possible le retour à l'évolution de la vie. La plante est une métaphore et c'est bien le berceau de l'humanité, voire la notion d'humanité elle-même, ironiquement révélée par des robots à une population d'assistés, qui est la notion utile au développement de l'histoire du film. Dans Indiana Jones et la dernière croisade, le Graal n'apparaît que furtivement à la fin du film, car il n'est en réalité que la métaphore d'une quête plus profonde, qu'elle soit historique, philosophique ou plus personnelle. Et si le véritable MacGuffin n'était pas le Saint Calice, mais le père d'Indiana Jones. Ce père absent, hors de portée et craint, qui est au final le réel objet de fascination et de convoitise de l'archéologue. Ainsi, le MacGuffin transiterait du journal du Graal au Graal jusqu'au père lui-même. Mais le héros, puisqu'il est désigné comme celui qui importe, comprend finalement littéralement au bord du gouffre, où il doit réellement poser son regard. Et c'est bien son père qui le lui enseigne. Indiana. Il est par définition le véritable prétexte au développement du troisième opus d'Indiana Jones, et par là même le véritable trésor convoité par l'archéologue. Cette fois, l'illusion est totale. La quête révélée par un MacGuffin peut souvent en cacher un autre. C'est au héros et surtout au spectateur de saisir le véritable sens du propos. La lecture au premier degré de ces artefacts de narration, selon la définition d'Hitchcock, va alors progressivement se transformer et permettre des intrigues plus construites que de simples récits d'espionnage ou de chasse au trésor. Et dans la multiplicité d'artefacts narratifs existants, il en existe un pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. Pour Frodo dans l'œuvre de Tolkien, détruire l'anneau unique est une étape primordiale, mais ne représente rien dans sa quête vers le Mordor et n'influe pas directement sur les événements narrés dans les romans et dans les films. Certes, les anneaux ont une importance capitale dans la grande histoire de la Terre du Milieu, mais que se passerait-il si Déagol n'avait pas retrouvé l'anneau unique dans le cours d'une rivière? D'une part, Sméagol ne l'aurait sans doute jamais assassiné, et ne serait jamais devenu Gollum. On peut aussi supposer que l'anneau aurait été trouvé par quelqu'un d'autre qui l'aurait corrompu de la même façon. Peu importe finalement le destin de l'anneau, retrouvé ou non, sa dimension hitchcockienne est totale, car du côté du Mordor, Sauron se prépare avec ou sans son artefact. Jamais l'anneau ne joue un rôle quelconque, et sa destruction ne fait qu'achever l'antagoniste qui se trouve déjà en position de faiblesse à ce stade de la narration. La métaphore d'un artefact finalement inutile à la progression héroïque s'inscrit même dans le choix du héros. À l'échelle du Hobbit, le pouvoir de l'anneau est limité et attire même sur lui l'œil de Sauron. Du point de vue de la narration, le célèbre MacGuffin de l'œuvre de Tolkien n'est donc pour ainsi dire rien du tout. Le temps que le spectateur comprenne sa réelle place, l'anneau devient un élément secondaire, même s'il est toujours aussi primordial dans l'histoire générale. Cette ambiguïté qui oppose le fond des différents protagonistes, des différentes intrigues et de la narration à l'écran, devient la plus solide des constructions pour finalement captiver les spectateurs comme jamais. Car s'il est un objet tout ce qu'il y a de plus lisible et palpable, le MacGuffin se confond ici totalement avec son héros. Frodo est l'anneau. De la même manière que l'artefact ne faisait qu'un avec Gollum ou Bilbo, sa fonction narrative se confond avec celle du jeune Hobbit. Dans Le Retour du Roi, une scène stupéfiante fait transcender les hommes face aux hordes maléfiques du Mordor, quand la mort de Frodo est annoncée par la bouche de Sauron. Peu importe le destin de l'anneau, c'est bien celui de Frodo, quelque part comme la métaphore même du monde à sauver, qui percute suffisamment l'alliance des hommes, des elfes et des nains pour provoquer l'une des scènes les plus héroïques qui soit. L'anneau n'a donc aucun effet sur le monde, mais Frodo si. Il est une sorte de MacGuffin dans le MacGuffin. Son implication dans les événements porte littéralement les autres protagonistes à se surpasser pour faire en sorte que son sacrifice présumé ne soit pas vain. Au premier degré, les artefacts de narration comme l'anneau unique gardent bien sûr une grande importance pour les spectateurs, car ils provoquent une chose nécessaire au bon déroulement de l'ensemble, l'acte d'acceptation de l'histoire. S'ils se révèlent inutiles à la narration comme par la suite, comme l'Arche d'Alliance ou l'anneau, en étant juste un objet inerte trimballé de gauche à droite, de leur crédibilité dépend la manière dont l'histoire sera perçue. En d'autres termes, le MacGuffin ne doit pas être en dissonance avec le reste du scénario. Dans la petite histoire d'Alfred Hitchcock, le dispositif pour capturer des lions est le MacGuffin. Mais si vous ne croyez pas en l'existence des lions en Écosse, des dinosaures au large du Costa Rica ou d'un trou de verre près de Saturne, le prétexte de narration perd subitement toute sa valeur. Il devient inutile, voire contre-productif, et ça c'est un vrai problème. Les auteurs doivent alors trouver une parade, et ce n'est pas si simple à faire.
C'est par exemple ce qui est arrivé de pire à Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, que les spectateurs ne croient subitement plus en l'histoire, et plus précisément au MacGuffin, emportant dans leur dépréciation du sujet le film en entier. En réalité, le thème est en profonde dissonance avec cet univers. On peut parfaitement y croire dans une œuvre quelconque, mais ça n'est simplement pas crédible dans Indiana Jones. C'est donc bien à l'auteur de déjouer ce risque, et Hitchcock l'a vite compris, en déclarant que finalement son dispositif pour capturer des lions n'était pas un MacGuffin, car l'un des protagonistes n'y croyait pas. Il a à la fois expliqué l'ambiguïté de cet outil de narration, mais aussi sa valeur cachée, d'être un objet anodin, voire dérisoire, mais qui doit apporter une forme de foi, de croyance, pour les héros comme pour les spectateurs. Frodo a-t-il réellement besoin de détruire l'anneau? L'œil de Sauron et ceux des spectateurs sont en réalité plutôt tournés vers la victoire éclatante des hommes et des femmes à la bataille des champs de Pelennor. Mais votre foi pour Frodo et l'anneau vous transporte littéralement dans l'aventure. L'illusion atteint ici une forme de perfection avancée, proportionnellement inversée au fait que l'anneau ne sert vraiment à rien. L'auteur nous a littéralement mis dans sa poche, comme Frodo avec l'anneau, et nous nous en sommes même pas rendus compte. Nous avons cru en l'histoire, le reste n'a plus d'importance. Pas même l'anneau, qui peut enfin être détruit. C'est la démarche associée au MacGuffin, et non le MacGuffin lui-même, qui dévoile réellement la vision de l'auteur. C'est une sorte de catalyseur, mais du point de vue de la narration, ne pas détruire l'anneau ne changerait pas grand-chose. En un sens, la prophétie d'Alfred Hitchcock, l'inutilité du MacGuffin, c'est donc bien réalisé. Mais alors, est-ce qu'on pourrait faire tout aussi bien sans MacGuffin? Parce qu'une histoire aura toujours besoin d'une impulsion de départ. Il convient alors de ne plus seulement définir le MacGuffin ou de le manipuler, mais bien de le transcender, pour amener le récit au-delà des attentes du spectateur. La présence systématique d'un MacGuffin selon la définition d'Hitchcock est loin d'être un axiome de l'art narratif, et nous oblige alors à théoriser sur ce qu'il pourrait être, là où l'évidence serait formelle. Le MacGuffin n'est jamais une obligation. Que dire alors du mot prononcé par Charles Foster Kane dans le film d'Orson Welles que l'on ne présente plus? Lorsque le notable meurt dans son domaine une boule de neige à la main, le dernier mot qu'il prononce résonne comme un grand mystère à résoudre. Déjà en 1941, le mot d'Orson Welles s'inscrit comme un modèle du genre, servant à la fois de catalyseur et d'objectif pour les protagonistes mais aussi pour les spectateurs. Ce MacGuffin est une conséquence de la véritable impulsion de départ, qui est la mort de Kane. Mais surtout, ce mot se métamorphose à la fin du récit, pour littéralement remettre tout le film et les croyances acquises en question. Quelques décennies plus tard, le contenu de la mallette de Pulp Fiction s'accorde plutôt bien avec la définition d'Hitchcock. Ce que contient cette mallette n'a réellement aucun intérêt, ni pour l'histoire, ni pour la narration. La nouveauté est la fascination qu'elle va exercer sur le public. Tarantino joue alors avec un axe de cinéphilie très malin. Il s'agit d'un MacGuffin très classique, comme son cinéma nostalgique le suggère, mais il y supprime totalement l'idée même d'un contenu utile pour quiconque. Cet artefact n'est pas sans rappeler celui de Kiss Me Deadly, voire celui du premier Indiana Jones, où le contenant ne dévoile jamais son contenu, et de se demander quel est le vrai MacGuffin dans l'histoire. Hitchcockienne sans doute, la mallette peut être vue comme des microfilms dont l'information reste cachée du public. Mais la mise en abîme de Tarantino va bien plus loin, et prend même au pied de la lettre la notion d'absurdité du concept. Le contenu a l'air hypnotique, presque surréaliste, alors que contient vraiment cette mallette? En fait, la simple démarche de se prêter au jeu de la déduction est le secret gardé par ce MacGuffin. Car en réalité, Pulp Fiction comme cri d'amour au cinéma de genre serait lui-même le MacGuffin de toute la carrière de Tarantino. Il va jusqu'à dématérialiser la logique de narration que garde malgré tout le mot de Citizen Kane, avec un montage semblant incohérent, des motivations à divers degrés de lecture, des dialogues n'ayant aucun lien apparent avec le récit. La rhétorique de conteur de Tarantino n'a alors pas plus de points d'équilibre que la signification de son MacGuffin. Son cinéma est né et couronné d'une palme d'or sera vite perçu comme un véritable ovni à Hollywood, une sorte de contre-culture. Et pour le coup, cela ne fait pas du tout écho à son premier film. Reservoir Dogs raconte l'avant et l'après d'un MacGuffin très étudié, le braquage. Ce dernier n'a d'importance que pour les protagonistes, et jamais nous ne voyons son déroulement dans la narration. Il est cependant omniprésent et fait battre le rythme du film de manière magistrale, laissant les spectateurs dans le doute le plus profond quant à la réelle nature des événements. Cette perspective hors champ, répondant en tout point à la définition canonique d'Hitchcock, n'est même plus une idée, un mot, le contenu mystérieux du
d'une boîte ou une émotion. Elle est littéralement le plan de narration le plus important de l'histoire, mais volontairement enfermé à double tour, comme si l'incarcération et l'évasion du comte de Monte Cristo n'étaient pas racontées, pour se concentrer sur sa seule vengeance et laisser les spectateurs juger de la nature exacte des événements passés. Cette mise en abîme de l'histoire par le biais d'un prétexte de narration impossible à identifier se retrouve dans le jeu Red Dead Redemption 2, qui passe sous silence une scène cruciale faisant tenir l'entièreté de l'intrigue, le braquage de Blackwater. Toute la narration est impulsée par cet événement s'étant terminé dans un bain de sang et provoquant la cavale du gang Van der Linde. Jamais nous ne voyons ce braquage, car comme dans Reservoir Dogs, ça n'est tout simplement pas le propos. Ce hors-champ permet précisément de focaliser les spectateurs ou les joueurs sur les conséquences de l'acte, et non l'acte en soi. Subitement, le MacGuffin a une telle importance que son absence totale à l'écran permet au vide généré de mieux remplir l'espace narratif, et ainsi ne pas déséquilibrer l'intention de l'auteur et l'objectif qu'il cherche à atteindre. Mais justement, quel serait le MacGuffin de Red Dead Redemption 2 ? Ne serait-ce tout simplement pas la liberté, cette arlésienne de l'Ouest américain, promesse d'une vie nouvelle sur une terre d'opportunité ? Ainsi, le jeu prend littéralement la figure allégorique de John Marston comme témoin de son temps, face à la modernité galopante d'une terre qui ne tiendra plus aucune promesse de liberté. Prendre ainsi un MacGuffin humain pour le voir agir sur un passé lointain est aussi au cœur de Terminator 2 en relation avec son prédécesseur. Dans le premier opus, Sarah Connor est le MacGuffin au premier degré, car convoité par tous les protagonistes, mais le robot vise en réalité son fils à naître, John Connor, alors qu'il n'existe pas encore. En cela, le premier film appelle sans condition une suite, où le MacGuffin invoqué dans un passé lointain devient, et la prophétie se réalise, le MacGuffin apparent, le futur chef de la résistance. Tarantino lui-même revient tardivement sur l'idée d'un MacGuffin plus organique, à l'image de la taupe à débusquer dans Les 8 salopards, version western de The Thing de John Carpenter, où c'est un virus qu'il faut trouver et éliminer, lui-même version futuriste des sempiternelles histoires du traître à confondre parmi les hommes justes. Métaphore encore plus vaste dans ce que l'histoire retiendra comme l'équilibre de la terreur, concept ayant largement construit les civilisations par la peur et la paranoïa, la violence systémique de tout système sociétal évolué, où même l'individu finira par douter de sa propre individualité, pour au final n'aboutir qu'à l'autodestruction. Car si la lecture du virus de Carpenter ou du traître de Tarantino est aisée, il rappelle néanmoins leur nature intrinsèquement interchangeable. L'art du cinéma est immuable, me diriez-vous, mais celui du MacGuffin est profondément muable, et c'est bien en cela qu'il est si difficile à saisir. La métamorphose du MacGuffin est une étape primordiale pour aborder des récits pas forcément plus complexes mais bien plus réfléchis, et d'aboutir à des degrés de lecture qui, eux, peuvent être plus complexes. Et ce n'est pas une invention des cinéastes d'aujourd'hui, puisqu'Alfred Hitchcock, encore lui, en fait une démonstration assez intéressante dans un film considéré comme relativement mineur dans son œuvre, alors qu'en fait, c'est loin d'être le cas. Les oiseaux débutent de manière très bucolique à San Francisco pour vite amener le spectateur à Bodega Bay. On y croise des gens très propres, très bien sur eux, avec de très bonnes intentions, et même Alfred Hitchcock qui promène ses chiens. Peut-être que sous couvert d'une vie agréable et festive, comme dans la Dolce Vita de Fellini, ces personnes-là, en réalité, s'ennuient. Un mal sous-jacent, mais traité de façon plus légère par Hitchcock. D'autant que le film est illustré dès son ouverture par l'achat d'un charmant MacGuffin. Des inséparables. La première attaque ne survient quant à elle qu'au bout de 25 minutes. Et les choses sérieuses ne débutent réellement qu'à partir de 50 minutes. Les oiseaux, c'est un peu les dents de la mer avant l'heure. On ne va le voir que pour ce qui représente la partie la plus infime du récit. Un film typiquement déboussolant dans l'œuvre du maître, car provoquant de nombreuses théories quant aux attaques et leur symbolique. Alors que les seuls volatiles pacifiques du film sont précisément les inséparables. Eux-mêmes en cage, disciplinés et en réalité métaphore de l'histoire d'amour subtilement esquissée entre Melanie Daniels et Mitch Brenner. Le MacGuffin caché est donc assez peu lisible, tout en étant très Hitchcockien. Les attaques sont parfois mortelles, mais elles ne sont jamais expliquées. Et finalement, peu importe. L'accent est mis sur la relation entre l'homme et la femme, qui aurait pour certains le désavantage de démarrer une relation plutôt platonique. Si le MacGuffin caché est clairement la raison qui pousse les oiseaux à agir de la sorte, et qui n'est d'ailleurs jamais dévoilé, il s'impose en contraste des inséparables, épargnés par la fureur de leurs congénères dans leur cage dorée, et toutes ces attaques ne seraient qu'une large métaphore du désir sexuel animal latent des deux protagonistes principaux, ou comment deux MacGuffin que tout oppose mais profondément complémentaires permettent de lire le film de deux manières très différentes.
Une forme de science des rêves où l'envie et le désir se lisent dans des événements extrapolant la vie réelle. Libre alors au cinéaste de troubler la vision du spectateur à divers degrés qu'il juge opportun, pour parfaire la métamorphose de son prétexte au développement de l'histoire. Et si l'on parle de science des rêves, dans cette belle harmonie de réflexion cinéphile, je me dois de vous présenter le caillou dans notre chaussure. Certaines personnes peuvent mal vivre la vision des films de David Lynch, peut-être par l'évocation sinistre des mélodies obsédantes d'Angelo Badalamenti, ou peut-être parce qu'il sommeille une Diane Selwyn en chacun de nous. Après un Twin Peaks halluciné et un Lost Highway hallucinant, quand nous manquions déjà d'adjectifs pour décrire Eraserhead, nous n'attendions pas Lynch sur un tel croisement d'idées. De prime abord, la raison est assez simple. Mulholland Drive est voué au départ à être une série qui échouera en long métrage, jouant très furieusement avec nos méninges, laissant volontairement des blancs qui ne sont finalement jamais expliqués. Mais ne soyons pas naïfs, si une bonne partie du film ne doit pas s'expliquer pour plusieurs raisons qui ne concernent pas la notion de MacGuffin, David Lynch a parfaitement conscience de ce qu'il montre à un public qu'il va malicieusement mettre dans sa poche. À bien des égards, Mulholland Drive est un film à énigmes, pensé, construit et monté dans l'unique but de prendre le contrôle du seul élément capable de renverser la narration. Et c'est à ce moment-là que vous prenez conscience que vous êtes devenu le MacGuffin. Lynch en a tellement conscience qu'il laisse beaucoup d'indices pour nous permettre de faire notre enquête. À chacun de voir ou revoir le film, remettre de l'ordre dans l'apparition des événements et des protagonistes, tirer au clair les faux semblants comme les vraisemblances, ainsi que les fausses pistes. Et que dire de ces clés laissées ça et là? Ça paraît tellement évident et à la fois trop beau pour être vrai. Trouvez ce qu'ouvrent les clés et vous comprendrez le film. Mais ce n'est évidemment pas aussi simple. L'accès à la compréhension de l'œuvre passant par un cube, finalement identifié comme l'artefact de narration le plus important du film. Pour beaucoup, le cube et les clés forment un ensemble perçu comme l'unique MacGuffin de l'œuvre, et pourtant bien éloigné de ce qu'on attendrait de lui. Aucune fonction utile cependant, puisqu'il sonne plutôt comme le symbole d'un état transitif, une sorte de boîte de Pandore dont l'ouverture permet de déverrouiller un terrible secret. Mais dans quelle réalité cette boîte existe-t-elle? Du point de vue de la narration, la question mérite d'être posée, car si l'artefact est une sorte de MacGuffin, son manque d'incidence sur le monde réel met à mal sa fonction pratique. Le sens de l'œuvre en tant qu'histoire écrite par un auteur pour être comprise par un écran interposé en est quelque peu égratigné. Si Mulholland Drive ne s'explique pas totalement, certains analystes prétendant carrément que chercher des explications à tout serait déjà en soi une erreur d'interprétation, ce film est surtout pour David Lynch une volonté de concevoir autrement des histoires sans avoir recours au schéma commun de la narration moderne. Il rejoint par cette tentative totalement réussie d'autres œuvres tentant de transcender les codes habituels au cinéma, comme L'échelle de Jacob d'Adrian Lyne ou l'incontournable 2001 de Stanley Kubrick. Au premier degré, le cube bleu de Mulholland Drive aurait une fonction suspendue dans le temps, celui de nous faire plonger dans les tréfonds de l'âme de Diane, un peu comme le subconscient de David Bowman voyageant dans le monolithe, ou Cooper absorbé par le trou noir d'Interstellar. Une plongée que l'on retrouve comme un gimmick dans d'autres films de Lynch. Gimmick est d'ailleurs l'un des synonymes que trouve Hitchcock pour parler du MacGuffin, car cet artefact de narration doit aussi s'accompagner d'une mise en scène lui étant propre. Et avec cette plongée intime que fait directement la caméra en y emportant le spectateur, Lynch souligne la fonction transitive du monde réel au monde fantasmé du MacGuffin pour les protagonistes, tout en passant par celui situé au-delà du quatrième mur, appelant ainsi directement les spectateurs dans l'équation. La métamorphose est alors complète si vous acceptez de vous laisser happer. Dans un livre d'entretien avec François Truffaut, dont je vous conseille vivement la lecture, Alfred Hitchcock affirme encore et toujours que le MacGuffin n'a pas d'importance, et que les logiciens, autrement dit nous, quand nous analysons à tout va les films et leur signification, ont tort d'y chercher la vérité. Il rigolerait sûrement en voyant cette vidéo, mais il dit également que son plus grand défi lorsqu'il faisait des films, c'était de persuader ses collaborateurs, et notamment les scénaristes, que le MacGuffin n'était rien, et de s'y tenir. Et c'est peut-être là la véritable illusion et ambiguïté de tout ce qui forme l'art de la narration au cinéma. Et c'est Truffaut qui résume finalement très bien les choses.